Les enquêtes diligentées dans certains établissements à budget de transfert ont révélé des écarts considérables entre les ressources financières sollicitées et les coûts réels des charges à couvrir, causant de la sorte un grave préjudice à l'État. Alors, Dias Diamongwassi, d'abord, première question, parce que finalement c'est en sous-question. La toute première question, comment pouvait-on transférer les recettes publiques à la banque postale? Est-ce que c'est, économiquement parlant, Non, mais vous savez que pour se soustraire d'un certain nombre de contraintes, effectivement, si l'argent de les recettes de l'État était logé au trésor public, il y a la signature du TPG qui est là. Mais là, ils ont la facilité de sortir de l'argent comme ils veulent. En fait, le but du geste, c'est celui-là. La raison fondamentale, c'est celle-là. Il n'y a pas d'autre raison. Quelle est cette raison? pardon, Dias Diamongwassi, vous êtes en train de dire que finalement, ils l'ont fait pour favoriser les détournements, les malversations financières, pour Tout échapper à, en fait au contrôle. mais tout à fait, tout à fait. On ne peut pas loger les recettes de l'État dans d'une banque commerciale, la banque de second rang. Il y a la banque centrale, il y a le trésor public qui est rattaché à la banque centrale, mais on ne peut pas loger les recettes de l'État dans une banque de second rang, une banque commerciale qui est, je crois, la banque postale. Ce n'est pas possible. Ça, c'est pour avoir la facilité de sortir l'argent comme ils veulent. Voilà. C'est la seule raison. Je n'en vois pas d'autre. Alors, puisqu'il dit les enquêtes diligentées dans certains établissements à budget de transfert ont révélé les écarts considérables. Quand lui il dit des écarts considérables, ça veut dire que beaucoup d'argent est sorti entre les ressources financières sollicitées et les coûts réels des charges à couvrir, causant ainsi des préjudices graves à l'État. Alors là, est-ce qu'il n'est pas non plus coupable, j'allais dire, de complicité de crime? Notamment, ici, j'évoque l'article 62 du Code pénal. Le délit, c'est que lorsque vous ne dénoncez pas un crime, vous êtes complice de crime. Il Mais que l'argent est en train de sortir, on est en train de voler. Il vient le déclarer devant tout le monde, mais il ne cite pas les coupables. Et depuis là, on n'a jamais entendu que voilà, il y a des poursuites ou, disons, le procureur s'est autosaisi. Non. il y a quelque chose de très important dont les Congolais n'ont jamais parlé ou ils en parlent peu. Hein. C'est l'article 96 de la Constitution du 16 novembre 2015. C'est l'institutionnalisation de l'absolution des crimes et délits que commettrait M. Sassou et son engeance. C'est-à-dire que, comme vous devez connaître l'article, il est interdit donc de De le poursuivre poursuivre après ses fonctions, après. sur les crimes commis, voilà. Donc, ce qui fait, c'est l'institutionnalisation de l'absolution des crimes et délits. C'est institutionnalisé. C'est-à-dire que vous volez, vous tuez, vous n'êtes pas poursuivi. Et je mets quiconque au défi de me trouver dans le monde entier une constitution qui a une telle disposition. Le Congo est le seul pays au monde à avoir une telle disposition criminelle dans une institution. Vous n'en trouvez pas nulle part ailleurs. Et d'ailleurs, c'est la raison Là, pour laquelle il a imposé cette constitution par les armes, par le sang. ben Et oui. on commence à le constater maintenant. Et ça veut dire que les détournements, les malversations financières, qui sont d'ailleurs la cause de la crise actuelle, de la misère des Congolais, tout ça s'est fait exprès. Denis Sassou Nguesso est conscient de ce qu'il fait. Attends, vous savez, quand on dit qu'il y a 6 000 milliards qui ont été placés dans les paradis fiscaux par 4 ou 5 oligarques, on les connaît tous. Mais ils sont tous aux affaires. Ils sont toujours aux affaires. Qu'est-ce que cela veut dire? Que le système fonctionne effectivement par cette corruption et que M. Sassou, en fait, il se moque un peu du peuple quand il vient dire que les bourses, on devait débourser entre 3 milliards. Finalement, il y a, je ne sais pas, 6 milliards qui vont Dans les on sait poches. pas.
Donc c'est une façon de, j'ai envie de dire, il se fout de la gueule, excusez-moi le terme, du peuple. Parce que lui, il sait, il connaît qui est à l'origine de cela, de cela. Mais pourquoi il n'agit pas? Mais parce que, effectivement, la mafia fonctionne comme ça, de cette façon. Et d'ailleurs, le Congo, c'est aussi le pays où 26 milliards de dollars américains ont disparu du fonds des générations futures, donc 14 000 milliards. Personne n'a été interpellé jusqu'aujourd'hui. Personne ne Ouais. répond. Voilà. Et on comprend très bien comment fonctionne, comme vous l'avez dit, d'entrée de jeu, c'est carrément une mafia. Et il y a aussi Libération qui avait titré comme ça, je crois, un article. L'élite politique Congo-Brazzaville, l'élite politique fonctionne comme une mafia. Bonjour mesdames, messieurs, ravi de vous retrouver sur R7. Merci de suivre Droit de savoir. Je vous retrouve en compagnie de Dias Diamongwanti, économiste engagé, membre de la diaspora patriotique, ingénieur de production dans le domaine bancaire, auteur de plusieurs articles politiques et économiques sur les sites d'information en ligne sénégalaises et ivoiriens. Bonjour Dias Diamongwanti et meilleurs vœux pour 2025. Bonjour, mon cher Christian Perrin. Et une fois de plus, merci beaucoup de m'avoir invité sur votre plateau. Je vous en prie et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez certainement suivi avec attention le remaniement partiel du gouvernement congolais avec pour particularité l'éviction de l'ancien ministre de l'économie et des finances, Jean-Baptiste Ondaye. Remplacé par un certain Christian Yoka, ancien directeur du département Afrique de l'Agence française de développement, dans un contexte, ça aussi vous le savez, de très fortes tensions de trésorerie au Congo-Brazzaville. Sa mission serait probablement de redresser, sinon de remettre de l'ordre dans la gestion des finances publiques. Est-ce que vous y croyez? Mais vous savez, mon cher Christian Perrin, le problème n'est pas à ce niveau-là. C'est le problème de tout un système. On peut mettre, comme je crois M. Ouattara l'avait déjà indiqué, Milton Friedman ou John Maynard Keynes, les grands économistes, peuvent venir gérer l'économie du Congo, mais on n'aura pas les résultats probants. Pourquoi? Parce que le système est pourri, totalement pourri. Vous êtes en train de dire, tant que Denis Sassou Nguesso est là, on a beau changer les gouvernements, on a beau changer les ministres, rien ne marchera, c'est ça? Rien ne marchera parce qu'on ne s'attaque pas aux éléments essentiels. Parce que le grand problème du Congo, ce n'est pas un problème d'homme que l'on mette qui que ce soit à tel ou tel poste. Non, mais comment le système fonctionne? Le système fonctionne comme une mafia. Et cette mafia ne peut perdurer qu'effectivement, quand il y a la corruption qui est là. Donc on peut mettre n'importe qui, changer telle ou telle personne à tel ou tel poste, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Bon, après, ceux qui nous suivent peuvent se poser la question de savoir, vous parlez d'une certaine mafia. Est-ce qu'on peut donner quelques éléments, évidemment, qui peuvent permettre à nos téléspectateurs de mieux comprendre, évidemment, ce que vous appelez, vous, par une mafia au Congo-Brazzaville, incarnée par Denis Sassou Nguesso, c'est ce que j'ai cru comprendre. Oui, la mafia, comment est-ce qu'on peut définir cette mafia? Vous savez que le produit, l'économie congolaise, c'est une monoculture, c'est-à-dire que nous, on a essentiellement le pétrole. Et vous savez que par rapport à la part de production qui nous revient à nous, le Congo, c'est géré par qui? C'est la SNPC qui est censée gérer cette part de production. Mais qui la gère? Ce sont les oligarques qui font partie du système de Sassou, qui ont créé des entreprises qui revendent ce pétrole-là. Et finalement, on se rend compte qu'on ne peut pas comprendre on a à peu près 320 000 barils de pétrole par jour et que le Congo reste pauvre, que les Congolais restent pauvres. Où va cet argent? C'est cela. Et l'on sait qui est à l'origine des détournements. M. Sassou lui-même le sait. Mais il ne peut pas condamner puisque ce sont les éléments qui font partie de cette mafia-là. Tout se tient.
Tout se tient, vous avez dit. Alors, je reviens donc sur le remaniement partiel du gouvernement congolais qui est intervenu, vous le savez très bien, juste après quelques semaines de la tenue, bien sûr, du sommet extraordinaire de la CEMAC qui s'est tenu à Yaoundé au Cameroun le 16 décembre dernier, donc le 16 décembre 2024, sur la situation macroéconomique régionale qui menacerait, je préfère mettre ça au conditionnel, qui menacerait donc le décaissement des appuis budgétaires du FMI au profit du Cameroun, du Congo et de la Centrafrique. On a parlé des signaux préoccupants en zone CEMAC. De quoi s'agit-il concrètement? En fait, tout est parti donc du séjour du directeur départemental du FMI en Afrique, donc à Yaoundé. Effectivement, il a relevé les deux signaux inquiétants, notamment les déséquilibres budgétaires persistants et cette tension au niveau des titres publics au sein de la CEMAC, une saturation des titres publics au sein de la CEMAC. Ça veut dire que depuis la réforme de 2011 qui avait permis au niveau de la CEMAC à ce que les économies qui font partie de cette zone aient de la trésorerie en émettant des titres publics au lieu qu'on leur fasse des avances. Donc, ils émettaient des titres publics. Quand on émet des titres publics, c'est une dette qu'on crée. Ils émettaient des titres publics. Comment ça fonctionne? On peut ouvrir une petite parenthèse à ce niveau-là. Alors, c'est-à-dire que depuis 2011, quand il y a eu des réformes au niveau de la CEMAC, donc on avait autorisé effectivement à ces économies-là, donc d'émettre des titres publics ou obligations. Les titres publics, c'est quoi? Des titres que l'État émet, garantis par la Banque centrale. Donc, quand on émet des titres, c'est une dette qu'on crée. Les personnes morales et physiques les achètent. Ça peut être des entreprises, ça peut être des particuliers qui achètent des titres et en contrepartie, ils donnent de l'argent frais, pour parler trivialement, à l'économie, qui permet effectivement à tel ou tel pays de financer les projets ou de fonctionnement ou d'autres projets. Donc, et à maturité, l'État doit donc rembourser cette dette avec les taux d'intérêt. Ça a été donc depuis 2011 et le Congo est rentré dans ce marché à partir de 2017. Les autres économies, donc le Cameroun, le Gabon, les autres pays de la CEMAC, ont commencé à financer leur économie depuis 2011. Et le Congo n'est rentré qu'en 2017. Mais depuis, ça a explosé, la dette du Congo a explosé. C'est-à-dire que le Congo en a mis abusivement. Pourquoi? Parce que c'était bien rémunéré. Donc les oligarques congolais, évidemment, il y a d'autres entreprises, se sont précipités sur ces titres. Ils achetaient pour que quand la dette arrive à maturité, ils ont voulu leur argent et puis finalement les taux d'intérêt, donc les bénéfices. Oui, donc, mais malheureusement, le Congo s'avère finalement un mauvais payeur, un mauvais... Mais tout à fait, non, même pas à la limite. Émettre des titres, ce n'est pas mauvais. Hein, je veux vous rappeler que, par exemple, l'économie du Japon a toujours été financée par les obligations que le Japon émet, qui sont achetées par les Japonais, les entreprises japonaises. Et finalement, quand ça arrive à maturité, le taux d'intérêt est moindre. Ça permet, si tu veux, aux patriotes d'aider l'État à financer des projets. En fait, le but du jeu, c'est celui-là. Donc, au niveau de la CEMAC, au lieu de faire des avances, on avait imaginé, à partir de réformes, qu'on pouvait gérer de cette façon-là. Et finalement, quand le Congo est arrivé en 2017, le Congo en a abusé. Malheureusement, quand la dette arrive à maturité, le Congo n'est pas en mesure de payer la dette, de rembourser la dette. Oui, c'est là que je voulais évidemment, on reste un instant, pardon, Jess Diamongwassi. Le Congo n'arrive pas à rembourser, où peut se poser le problème? Parce que après, on sait également qu'au Congo-Brazzaville, en réalité, il n'y a pas d'entreprise en tant que telle. Enfin, ça n'existe pas. C'est un environnement, mais vraiment hostile aux affaires, lesquels achètent ces titres en réalité. Ce sont les oligarques et quelques entreprises. Ceux qui ont... Vous savez bien, comme moi, il y a certains oligarques qui ont caché de l'argent dans les tombes, dans leurs maisons. Et ceux-là,
pour une espèce de blanchiment d'argent. Ils sortent cet argent et ils vont acheter des titres émis par l'État congolais. Et quand ils émettent des titres, ils vont être remboursés quand la dette va arriver à maturité. Si par exemple 2 ans, 3 ans, ils vont non seulement être remboursés, mais avec les taux d'intérêt qui étaient très élevés pour le Congo. Le Camerounais, les Gabonais et autres, on faisait depuis longtemps, mais avec les taux d'intérêt bas. Mais quand le Congo est arrivé sur le marché des titres, il payait avec des taux d'intérêt très élevés, ce qui fait que les gens se sont précipités sur ces titres publics. Et donc, ça a augmenté la dette du Congo. Donc, trivialement, quand on émet des titres, c'est une dette qu'on crée. Alors, donc, vous disiez tout à l'heure des déséquilibres budgétaires et la saturation du marché des titres publics. Ben oui, c'est ça, cette saturation. Mais effectivement, parce que au niveau même de la CEMAC, le Congo était devenu champion de ces titres publics. Et donc, finalement, comme le Congo n'arrivait plus à rembourser cette dette, ça posait problème. Donc, normalement, au niveau de la CEMAC, il y a ce qu'on appelle des critères de convergence. C'est-à-dire que 3%, moins de 3% d'inflation, le taux d'endettement doit être inférieur à 70%. Alors que vous le savez, le taux d'endettement du Congo est actuellement autour de 100% du PIB. Et surtout, il ne faut pas qu'il y ait des arriérés de paiement. Alors que le Congo n'arrive plus à payer, à rembourser donc ces dettes-là. Voilà. Et qu'est-ce qui caractérise les arriérés, évidemment, de ces dettes-là, pour le cas du Congo, par exemple? Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est beaucoup plus le Congo. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? On continue à s'endetter parce que quelqu'un disait même sur ce même plateau, la gouvernance Sassou Nguesso, c'est dette, remboursement et des dettes à non point finir. Dans le même temps, la population est dans une précarité absolue. Et donc, on n'a jamais compris à quoi servent finalement ces dettes qu'on contracte. Vous avez déjà, vous êtes au courant de la contradiction qu'il a eu entre Kolimé Makosso et Andeli. Kolimé Makosso nous avait dit dans une émission que tous les travaux que vous voyez à Brazzaville, partout, sont réalisés sur fonds propres. Et Andeli dit non, ce sont les prêts de la Chine. Voilà, c'est cela. Donc, comme vous le dites, vous allez évoluer tout à l'heure. Je vais proposer donc cet extrait à nos téléspectateurs. Andeli en train de recadrer, en fait, j'allais dire, les petits voleurs qui avaient toujours coutume de tromper ou de mentir les Congolais. Suivez. Vous voulez quelques statistiques? Oui. La dette du Congo vis-à-vis de la Chine est de 1100 milliards. Je dis bien 1100 milliards. En ce qui concerne la partie publique et bancaire, et 225 milliards en ce qui concerne la partie privée et commerciale. Donc au total, en gros, 1300 milliards de francs CFA que nous devons à notre partenaire et pays ami, la République populaire de Chine, pour l'ensemble des travaux que vous voyez dans tout Brazzaville. La corniche, les tours jumelles, la nationale 1, et j'en passe, et le ministre Bouya à ma gauche est plus capable d'ailleurs, plus apte à vous faire citer l'ensemble de la contrepartie de cette dette. Et les deux présidents ont évidemment évoqué la question de la dette. Et c'est cette question de la dette, vous êtes très au courant, qui est un obstacle à l'heure actuelle à la conclusion et à la poursuite des relations avec le Fonds monétaire international dans le cadre de la facilité élargie qui avait été conclue en juillet 2019. C'est le point qui fait très mal parfois à notre pays. Alors, pour Andeli, c'est que, voilà, toutes les infrastructures ont été construites sur prêts chinois ou des prêts chinois. C'est ce qu'il dit, contrairement à Anatole Kolimé Makosso qui a voulu faire comprendre aux gens que c'était fait avec des fonds propres, bien sûr, du Congo-Brazzaville. Alors, donc, vous étiez là sur ce développement. Oui. Donc, le problème du Congo, c'est celui-là au niveau de l'endettement. C'est que finalement, heureusement qu'en fin 2014, donc 2015, le Congo a bénéficié d'un rééchelonnement de la dette qui va permettre au Congo d'avoir à peu près 200 milliards de francs CFA. Mais
D'ailleurs, au niveau de la CEMAC, il y a particulièrement 2 pays qui posent problème. Donc, au numéro 1, c'est bien entendu le Congo et dans une moindre mesure le Gabon. Parce que le Gabon avait bénéficié de l'eurobond. L'eurobond, ce sont des obligations qui ont été émises en dehors de la zone CEMAC. Donc, ça fonctionne comme les titres publics et les obligations émises en dehors de la zone. Donc, le Gabon, ça a permis au Gabon d'avoir à peu près 190 milliards de francs CFA. Mais le problème du Congo, effectivement, avec le rechaînement de la dette, le Congo a pu avoir 200 milliards de CFA. Mais en 2025, le Congo doit rembourser 1474 milliards de francs CFA pour 920 millions de recettes fiscales. Donc, vous voyez, il y a le déséquilibre. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le Congo n'arrivera pas à rembourser cette dette-là. Et pourtant... Oui, mais déjà, quand vous le dites, et moi je fais un peu référence ici au niveau coût du baril, donc le cours du baril, notamment au Congo, qui a été revu à 74 $. Et vous l'avez rappelé d'entrée de jeu que l'économie congolaise est basée sur la rente pétrolière. Et là, on va se poser donc la question, ce qui va se passer avec, bien sûr, la crise déjà au niveau du pays. On parle d'une crise multidimensionnelle. Vous le savez très bien que la plupart, des secteurs de la fonction publique vont en grève pour les revendications sociales. Et là, vous dites que le Congo, en 2025, doit rembourser plus de 1474 milliards de francs CFA pour 920 milliards de recettes. La conséquence, ça sera quoi dans le cas de non-remboursement en 2025? Non, mais vous savez, qu'est-ce que je peux vous dire? Vous prenez l'économie, vous prenez la finance, ce ne sont pas un simple amas de calculs mathématiques. Ce sont des sciences qui sont essentiellement basées sur la confiance. Et quand vous perdez la confiance, vous avez tout perdu. Voilà. Donc, de fois, vous êtes peut-être étonné pourquoi, par exemple, la France agit pour aider le Congo. On sait bien que le Congo, c'est un pays, c'est un mauvais payeur. Mais pourquoi la France s'implique, etc., etc. Mais parce que, en même temps, le Congo, c'est un débouché pour la France. Et la France, le Congo faisant partie de la zone CFA, la France est là, effectivement, pour aider à ce que le Congo survive. C'est contradictoire. Pourtant, la France fait de telle sorte que ces pays-là ne se développent pas. Mais pourquoi les maintenir dans cet état? En fait, le problème, c'est celui-là. C'est que la France a son dernier mot. Même au niveau du FMI, etc., c'est la France qui doit s'impliquer pour que le Congo garde la tête haute. Oui, il y a un moment donné, c'est ce que nous avions appris d'ailleurs, que c'est la France qui menait les négociations avec le FMI pour le compte du Congo, et tout le monde en était d'ailleurs étonné. Pourquoi est-ce que c'est la France? Pour quel intérêt? Alors que dans le même temps, on dira non, ça ne gère pas dans les affaires intérieures d'un pays, mais pourquoi la France va-t-elle négocier donc à la place du Congo? Alors, revenons donc sur le sommet, bien entendu. Plusieurs commentaires sur la toile, vous avez, je crois, suivi aussi cela, évoqué le risque d'une dévaluation du franc CFA, de l'Afrique centrale, bien sûr, puisqu'il y a 2 francs CFA finalement. Mais avant de vous faire réagir, je vais vous inviter à suivre ce reportage sur la dévaluation de 1994. Et on revient sur le plateau suivant. Les francs CFA, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul, concernent 14 pays. Il y a en effet le franc CFA de la zone ouest et le franc CFA de la zone centrale. L'incapacité des gouvernements africains à réduire les dépenses budgétaires, qui avaient sensiblement progressé, s'est traduite par un creusement des déficits. De plus, plusieurs pays ont continué à recourir à l'endettement extérieur afin de financer l'achèvement de projets lancés au cours des années précédentes. Un cercle vicieux. Les institutions de Bretton Woods suspendent leur aide aux pays de la zone franc, à l'exception du Bénin et du Burkina Faso, qui sont parvenus à respecter leur engagement vis-à-vis du FMI. La France, quant à elle, décide en septembre 1993 que son soutien financier sera désormais conditionné à l'adoption de programmes économiques et financiers crédibles, bénéficiant du soutien du FMI. C'est donc sous la pression de la France et du Fonds monétaire international que les dirigeants des 14 États africains appartenant à la zone franc se réunissent à Dakar et cèdent à la dévaluation du franc CFA. Ainsi,
La valeur du franc CFA est divisée par deux. Les premiers effets de la dévaluation sont les changements des prix à la consommation qui passent du simple au double du jour au lendemain. Il en résulte une baisse immédiate du pouvoir d'achat des citadins africains habitués à consommer des produits d'importation. En réponse, les contestations et affrontements de rue à Dakar coûtent la vie à plusieurs personnes. Alors, Dias Diamongwansi, Oui. il faut que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Oui, en Que fait, réellement, le spectre de la dévaluation du franc CFA de l'Afrique centrale s'est éloigné ou voilà, il pèse encore sur l'Afrique centrale. depuis un certain temps, il y a une tendance baissière des réserves d'échange qui sont logées au niveau du compte qu'on appelle le compte d'opération au Trésor public français. Vous savez que comment fonctionne le compte d'opération, comment fonctionne schématiquement, comment fonctionne la zone CFA. Donc, les membres de la zone CFA, donc comme tout à l'heure, vous l'avez dit, il y a deux CFA, le CFA d'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Bon, le CFA d'Afrique de l'Ouest, ils sont relativement avancés. Si vous voulez, on va y revenir. Mais dans tout ce qui concerne le CFA d'Afrique centrale, c'est le statu quo. On n'a jamais changé le mode de fonctionnement. C'est vrai que on est passé de 60 et quelques pourcents, là on est autour de 50% des réserves d'échange. C'est-à-dire que quand le Congo vend à l'extérieur des devises, 50% des devises restent dans le compte d'opération. Et on a remarqué depuis un certain temps que ces réserves d'échange ont considérablement baissé. Et heureusement que dans la zone, il y a ce qu'on appelle la solidarité monétaire. C'est-à-dire que quand les réserves d'échange pour le Congo ou pour le Gabon baissent, il y a le Cameroun qui compense. C'est cela. Mais vous avez vu que, effectivement, vous l'avez remarqué au dernier sommet, M. Sassou Nguesso n'y est pas allé, parce qu'on l'attendait au tournant. Pour moi, c'est que la zone CEMAC est mise en péril simplement par l'impudence, la mauvaise gestion du cours. Alors, donc le risque d'évaluation, effectivement, à tout moment, vous avez vu en 1994, quand la France a dévalué, c'était une dévaluation unilatérale. On n'a pas demandé l'avis aux Africains. Voilà. Mais c'est encore, on ne peut pas dire que le spectre de la dévaluation est écarté. Mais on évalue pourquoi. Le problème, c'est celui-là qui va se poser. C'est que même si on évalue dans la zone CEMAC, les retombées positives ne seront pas à l'ordre du jour. Je vous dis pourquoi. En fait, quand on évolue, on dope les exportations. Oui. C'est-à-dire que les pays extérieurs qui importent vos produits deviennent moins chers. Donc, ils peuvent augmenter le volume d'importation à leur niveau parce que les produits sont moins chers. Or, ces effets positifs sont atténués par le simple fait que nous exportons essentiellement les produits bruts. Donc, il y a ce qu'on appelle l'élasticité prix. Donc, l'élasticité par rapport à la demande. C'est-à-dire qu'on demande vos produits qui deviennent moins chers parce que les prix ont baissé. Donc, la quantité d'importation ou d'exportation augmente. Cela ne joue pas pour les produits bruts. Pourquoi? Parce que quelle que soit la quantité, le prix qui baisse, la quantité n'augmente pas. Donc, cela a été démontré pour les produits bruts que nous exportons. Donc, l'effet est, si vous voulez, pratiquement nul, même si on dévalue. Évidemment, au niveau de la France, parce que les Congolais vont avoir du mal à importer les produits qui viennent de l'extérieur, puisque notre monnaie est dévaluée par rapport à... Comme ça, la conséquence d'abord sur l'économie congolaise, qui est d'ailleurs très fragile, vous l'avez démontré tout à l'heure, on exporte essentiellement de la matière non transformée, le pétrole en particulier, le bois encore, on ne sait même pas si l'argent tombe au trésor, mais bon, c'est une question, quelqu'un me disait, ils n'ont jamais vu la ligne, évidemment, des recettes du bois, ce n'est jamais arrivé au trésor, et même le pétrole, hein.
c'est Mathias Nson qui le disait, même l'argent du pétrole, la rente pétrolière n'arrive plus au trésor. Et donc, les prix vont baisser au niveau de l'exportation. À l'importation, vous avez dit, ça va augmenter. Voilà, en fait, le but de la dévaluation, entre autres, c'est celui-là. En fait, pour des économies performantes, il y a même ce qu'on appelle la dévaluation compétitive. Vous dévaluez parce que vous voulez beaucoup plus exporter. Mais cela a beaucoup plus d'impact quand vous exportez les produits finis. Par exemple, si vous fabriquez les ordinateurs ou les voitures, quand les prix de vos produits baissent, à l'extérieur, ils vont les demander. Voilà, pour les produits finis. Oui, mais j'imagine un peu pour le Congo, par exemple, qui exporte pour, qui importe pour 700 milliards de francs CFA année, essentiellement alimentaire. À ce moment-là, ça sera mais vraiment une catastrophe. Non, mais à la limite, comment vous importez dans la zone? Nous, si on importe du Cameroun, il n'y a pas d'impact, parce que nous avons la même monnaie. Mais nous importons beaucoup plus. Mais si on se porte de l'extérieur, ça pose problème. Parce qu'effectivement, si il y a dévaluation, ça va être dévalué par rapport à l'euro. Par rapport à d'autres monnaies, donc l'euro étant rattaché, même si c'est flexible par rapport au dollar, effectivement, il y a des répercussions. Voilà. Mais quand on importe du Cameroun, est-ce que ça veut dire qu'au niveau... Pardon, j'étais en train de dire, est-ce que cela veut dire qu'au niveau de la CEMAC, les membres de la CEMAC peuvent prendre une décision radicale, c'est-à-dire d'imprimer leur propre monnaie? Non, pas du tout, c'est pas possible. Puisque, comme vous savez, le CFA, c'est la zone CFA, c'est la monnaie donc CFA de la CEMAC, pour l'instant, toujours garantie par la France. Donc, on ne peut pas imprimer notre propre argent. Même si on sait bien que c'est imprimé en France, mais c'est pour nous. Leur propre monnaie, c'est-à-dire ils abandonnent le CFA pour imprimer leur propre monnaie, probablement. Non, c'est possible, à moins que vous rentrez dans une démarche comme celle d'Afrique de l'Ouest, Mais cela, c'est carrément sortir de la zone CEPA, la zone CEPA. Mais ça, il faut une démarche courageuse des chefs d'État qui décident, comme ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, la démarche a été... ils ont commencé cette démarche depuis 1984, mais en associant les pays anglophones et lusophones, notamment le Nigeria, le Ghana et autres. Ils voulaient mettre en place leur propre monnaie à eux de la CEDEAO. Et donc en 2020, je crois que vous pouvez mettre en ligne l'article que j'ai écrit dessus, sur les sites sénégalais, où finalement, quand les Français se sont rendus compte, donc la France, notamment de Macron, s'est rendu compte que l'Afrique de l'Ouest était relativement en avance sur le plan de la déconnexion monétaire, ils ont fait un sabotage. Ils ont fait un sabotage de ce projet-là. Donc, en imposant un écho qui demandait toujours être rattaché au fond à l'euro, alors qu'au départ de leur projet, ils voulaient la déconnexion par rapport à l'euro. Oui, mais avec, disons, la situation actuelle au niveau surtout de l'Afrique de l'Ouest, je crois qu'ils peuvent encore relancer le projet. Mais revenons sur le Congo-Brazzaville, ce mouton noir de la CEMAC. Depuis 2021, vous savez que les recettes publiques avaient été transférées à la banque postale. Bien qu'étant un établissement de l'État, je voudrais bien sûr savoir avec vous quels commentaires en fait vous. Mais avant de réagir, je vais vous proposer cet extrait de Denis Sassou Nguesso. Les enquêtes diligentées dans certains établissements à budget de transfert ont révélé des écarts considérables entre les ressources financières sollicitées et les coûts réels des charges à couvrir, causant de la sorte un grave préjudice à l'État. Alors, Dias Diamongwassi, d'abord, première question, parce que finalement c'est en sous-question. La toute première question, comment pouvait-on transférer les recettes publiques à la banque postale? Est-ce que c'est, économiquement parlant, Non, mais vous savez que pour se soustraire d'un certain nombre de contraintes, effectivement, si l'argent les recettes de l'État était logé au trésor public, il y a la signature du TPG qui est là.
Mais là, ils ont la facilité de sortir de l'argent comme ils veulent. En fait, le but du jeu, c'est celui-là. La raison fondamentale, c'est celle-là. Il n'y a pas d'autre raison. Quelle est cette raison? Pardon, Dias Demography, vous êtes en train de dire que finalement, ils l'ont fait pour favoriser les détournements, les malversations financières, pour Tout échapper à, en fait au contrôle. mais tout à fait, tout à fait. On ne peut pas loger les recettes de l'État dans d'une banque commerciale, la banque de second rang. Il y a la banque centrale, il y a le trésor public qui est rattaché à la banque centrale, mais on ne peut pas loger les recettes de l'État dans une banque de second rang, une banque commerciale qui est, je crois, la banque postale. Ce n'est pas possible. Ça, c'est pour avoir la facilité de sortir l'argent comme ils veulent. Voilà. C'est la seule raison. Je n'en vois pas d'autre. Alors, puisqu'il dit les enquêtes diligentées dans certains établissements à budget de transfert ont révélé les écarts considérables. Quand lui dit les écarts considérables, ça veut dire que beaucoup d'argent est sorti entre les ressources financières sollicitées et les coûts réels des charges à couvrir, causant ainsi des préjudices graves à l'État. Alors là, est-ce qu'il n'est pas non plus coupable, j'allais dire, de complicité de crime? Notamment, ici, j'évoque l'article 62 du Code pénal. Le délit, c'est que lorsque vous ne dénoncez pas un crime, vous êtes complice de crime. Mais L'argent est en train de sortir, on est en train de voler. Il vient le déclarer devant tout le monde, mais il ne cite pas les coupables. Et depuis là, on n'a jamais entendu que voilà, il y a des poursuites ou, disons, le procureur s'est autosaisi. Non. il y a quelque chose de très important dont les Congolais n'ont jamais parlé ou ils en parlent peu. Hein. C'est l'article 96 de la Constitution du 16 novembre 2015. C'est l'institutionnalisation de l'absolution des crimes et délits que commettrait M. Sassou et son engeance. C'est-à-dire que, comme vous devez connaître l'article, il est interdit donc de le poursuivre après ses fonctions, après. les crimes commis, voilà. Donc, ce qui fait, c'est l'institutionnalisation de l'absolution des crimes et délits. C'est institutionnalisé. C'est-à-dire que vous volez, vous tuez, vous n'êtes pas poursuivi. Et je mets quiconque au défi de me trouver dans le monde entier une constitution qui a une telle disposition. Le Congo est le seul pays au monde à avoir une telle disposition criminelle dans une institution. Vous n'en trouvez pas nulle part ailleurs. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il a imposé cette constitution par les armes, par le sang. Et Oui, on commence à le constater maintenant. Et ça veut dire que les détournements, les malversations financières qui sont d'ailleurs la cause de la crise actuelle, de la misère des Congolais, tout ça c'est fait exprès. Denis Sassou Nguesso est conscient de ce qu'il fait. Attends, vous savez, quand on dit qu'il y a 6 000 milliards qui ont été placés dans les paradis fiscaux par 4 ou 5 oligarques, on les connaît tous. Mais ils sont tous aux affaires. Ils sont toujours aux affaires. Qu'est-ce que cela veut dire? Que le système fonctionne effectivement par cette corruption et que M. Sassou, en fait, il se moque un peu du peuple quand il vient dire que les bourses, on devait débourser en 3 milliards. Finalement, il y a, je ne sais pas, 6 milliards qui vont dans les poches. Donc, c'est une façon de, j'ai envie de dire, il se fout de la gueule, excusez-moi le terme, du peuple. Parce que lui, il connaît qui est à l'origine de cela. Mais pourquoi il n'agit pas? Mais parce que, effectivement, la mafia fonctionne comme ça, de cette façon. Et d'ailleurs, le Congo, c'est aussi le pays où 26 milliards de dollars américains ont disparu du fonds des générations futures, donc 14 000 milliards. Personne n'a été interpellé jusqu'aujourd'hui. Personne ne répond, voilà. Et on comprend très bien comment fonctionne, comme vous l'avez dit, d'entrée de jeu, c'est carrément une mafia. Et il y a aussi Libération
qui avait titré comme ça, je crois, un article. L'élite politique Congo-Brazzaville, l'élite politique fonctionne comme une mafia. Mais véritablement, une mafia, c'est ce que nous sommes en train de constater. Alors, Jess Biamongwasi, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien aujourd'hui. Probablement que vous avez une autre préoccupation dont je n'ai pas posé la question. Non, mais vous savez, comme on a toujours dit, l'art est difficile à critiquer. Moi, toutefois, j'ai toujours fait des propositions. Hein. Je sais que parmi les propositions, il y a l'éradication de la corruption, mais cela ne serait possible qu'effectivement s'il y a des réformes au niveau de la Constitution. Parce que, évidemment, cet article 96, avec cet article, on ne peut pas aller très très loin. Hein. Donc, il protège les criminels, les oligarques, on ne peut pas aller très très loin. Oui, mais quelle que soit la Constitution, vous pensez que sous Denis Sassou Nguesso, ça peut fonctionner? Non, non, je vous le répète aujourd'hui, je crois que je l'avais déjà dit une fois dans une de vos émotions. Tant que M. Sassou Nguesso sera à la tête du Congo, on va tout faire. Le Congo n'avancera pas. Il ne reculera même pas. Parce que avancer et vous reculer, je l'avais dit, c'est un mouvement horizontal. Or que le mouvement du Congo est vertical, de haut en bas. Le Congo ne fera que descendre. Voilà. Donc, en dehors de cela, depuis très longtemps, ils ont toujours parlé de la diversification de l'économie congolaise. Vous savez, on en parle, finalement, on ne fait rien. Je veux vous rappeler ici qu'il y a les pays du Golfe, notamment les Émirats arabes unis, ont tellement diversifié. Ce sont les pays pétroliers qui est un pays pétrolier. Ils ont tellement diversifié leur économie que cette économie ne dépend qu'à hauteur de 32% dans le PIB de ce pays-là. Vous voyez, alors que le Congo, alors que il y a 80% des recettes d'exportation du Congo vient du pétrole. Donc, il faut une diversification de la base productive de ce pays en allant vers la mise en place des industries à forte teneur en main-d'œuvre. Ça veut dire quoi? Ce sont les petites et moyennes entreprises qui recrutent. Ce ne sont pas forcément les grandes entreprises. Le secteur pétrolier ne recrute pas. Pourquoi? Je crois que j'avais déjà dit sur votre plateau. C'est un secteur capitalistique qui génère beaucoup de capitaux, mais pauvre en main-d'œuvre. Le secteur pétrolier ne recrute pas. C'est pour ça que vous verrez que la plupart des pays pétroliers diversifient leur économie. Avec cet argent, ils diversifient l'économie, ils mettent en place, ils encouragent, par exemple, les petites et moyennes entreprises par les politiques, en mettant en place un environnement propice aux affaires et propice aux émergences des capitaux d'industrie. Malheureusement, chez nous, M. Sassou a dû le tenter, mais par tribalisme, il a choisi que les gens qui n'ont pas l'âme d'entrepreneur, on a vu des milliards qui ont été déboursés, ils ont essayé de planter des entreprises, ça et là, mais on sait comment ça s'est terminé, parce que ces gens-là n'ont pas l'âme d'un entrepreneur. Un entrepreneur, ça ne se décrète pas, on ne te donne pas de l'argent pour devenir entrepreneur, c'est toute une démarche. Donc, il faut une politique, mettre en place une politique pour qu'il y ait l'émergence des capitaux d'industrie. Pour qu'on puisse encourager les petites et moyennes entreprises, parce que ce sont les petites et moyennes entreprises qui recrutent, qui permettent de baisser le chômage. Surtout que là, nous avons le secteur informel. Mais il faut plutôt encourager, mettre en place donc ce secteur, si vous voulez, avec beaucoup plus de petites et moyennes entreprises. Parce que les petites et moyennes entreprises rentrent dans ce qu'on appelle des dynamiques entrepreneuriales endogènes, donc ce qui fait fonctionner un pays. Donc, qui permet de redistribuer le pouvoir d'achat à la population et la population qui consomme. Parce que les grands pays, j'ai vu les études dernièrement de la Banque mondiale, 75% des produits d'un pays comme le Ghana
sont consommés par les Ghanéens parce qu'il y a le pouvoir d'achat qui est redistribué. En conclusion, on ne peut pas développer ou prétendre développer un pays avec une population pauvre. Ce n'est pas avec 50 400 de SMIC ou 70 000, je ne sais pas, 700 de SMIC que les Congolais vont consommer. Ce n'est pas possible. Alors, pour terminer sur la dernière question, Dias Diamongwanti, qu'est-ce qui peut expliquer que Denis Sassou Nguesso soit vraiment hostile au bon fonctionnement, j'allais dire, de l'économie congolaise? Parce que c'est le constat qu'on a fait depuis qu'il est là. C'est toujours la crise en permanence. Alors que le Congo, c'est quand même un pays producteur du pétrole et il y a beaucoup d'argent. Ce n'est pas qu'il soit hostile au développement de ce pays, non. Mais c'est qu'il a mis en place justement cette mafia. Donc, il y a ce qu'on appelle des espèces de boulets qui le tirent vers le bas. On peut avoir des gens qui viennent avec des bonnes idées. Malheureusement, comme une bonne tomate, on te met parmi les tomates pourries, tu finis par pourrir. Tu viens, on va te dire, mais qu'est-ce que tu veux nous démontrer? Nous, on fonctionne comme ça ici. C'est cela. Donc, ce qui fait que, on est les détournements que l'on connaît, tout le monde le sait, et lui-même le sait. Mais pourquoi il n'agit pas? Parce que, effectivement, c'est son équipe. Et je peux même me permettre de dire que finalement, l'effort de guerre continue, c'est perpétuel, continue. Est-ce que c'est une façon de dire que finalement la corruption, les détournements, comme vous aimez à le dire, c'est bien le carburant de ce système, c'est-à-dire le système ne peut voilà, tout à fait. Donc la corruption, c'est le carburant de ce système. Si on éradique la corruption, le système ne fonctionne pas, le système tombe. Parce que tout se tient. Regardez là, on va avoir une élection présidentielle peut-être l'année prochaine. Ça voudrait dire quoi? Que des gens qui gèrent cette mafia électorale, des gens comme les Moulous et autres, ne peuvent pas faire ce qu'ils font, sinon ils ne reçoivent pas les milliards du pouvoir. Parce que ce sont les risques qu'ils prennent. Ce sont les risques qu'ils prennent. Ils savent aujourd'hui qu'en maintenant M. Sassou au pouvoir, le Congo se prive. Peut-être que tous les Congolais, il paraît qu'on a maintenant 6 millions, tous les 6 millions des Congolais ne sont pas quand même tous des nuls. Il y en a quand même qui peuvent relever cette économie. Surtout le diagnostic est connu. Tout le monde sait pourquoi ça ne marche pas au Congo. C'est peut-être une dernière inspiration. Tout à l'heure, vous avez évoqué quelque chose qui m'a interpellé. L'élection présidentielle 2026. Et là, on nous parle d'une crise, mais sévère, une crise multidimensionnelle, mais beaucoup plus financière, c'est le cas de le dire. Et d'aucuns ont même dit que c'est une fausse crise créée, sciemment comme ça, pour maintenir les Congolais dans la précarité. Est-ce qu'on peut penser que finalement, ils ont juste bloquer l'argent quelque part, comme vous le disiez, ils mettent dans des tombes, on ne sait pas, chez eux, ils thésaurisent ça chez eux, pour attendre 2026 et sortir cet argent pour commencer à corrompre, acheter les consciences. C'est ça que je dois comprendre par là. Est-ce que vous savez pourquoi il y a eu le détournement des 14 000 milliards? C'est simplement parce que en 2014, 2013, 2014, ils étaient tous persuadés que le pouvoir allait tomber. Vous vous rappelez de la rencontre de Dakar, de la francophonie de Dakar, quand M. Sassou est parti en catastrophe, puisque Hollande n'est pas allé dans son sens. Il voulait, à l'époque, faire nommer M. Henri Lopez comme responsable de la francophonie. Et là, M. Sassou était persuadé que le pouvoir allait tomber. Jusqu'au moment où M. Hollande déclare sur le perron de l'Élysée que M. Sassou Nguesso avait le droit de modifier la Constitution. Et c'est par rapport à cela. Donc, c'est bien avant ça, ils ont détourné cet argent parce qu'ils savaient que le pouvoir allait tomber. C'est cela. Et qu'il fallait qu'ils aient un trésor de guerre, effectivement, pour revenir au pouvoir, au cas où le pouvoir tombait. C'est cela. Donc, l'argent, ils en ont. Ça veut dire que là aussi, ils ont une incertitude sur 2026 et ils ont tout raflé, c'est ça. Vous savez, ils ont tellement de l'argent
paradis fiscaux qui peuvent maintenant envisager toutes les hypothèses, financer toutes les hypothèses. Au cas où le pouvoir tombe, qu'est-ce qu'on peut faire? Au cas où le pouvoir ne tombe pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont tellement de l'argent planqué dans les paradis fiscaux que voilà, ils peuvent financer, comme je dis, ils peuvent financer toutes les hypothèses. Donc, voilà, c'est donc aux Congolais de prendre leurs responsabilités. Merci, Jess Diamungwanti. Je rappelle que vous êtes économiste engagé, membre de la diaspora patriotique, ingénieur de production dans le domaine bancaire, auteur de plusieurs articles politiques et économiques sur les sites d'information en ligne sénégalais et ivoiriens. Grand merci donc de nous avoir consacré votre temps si précieux aujourd'hui. Je vous remercie une fois de plus et je serai toujours prêt à intervenir sur votre plateau très intéressant. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, les petits gestes, n'oubliez pas, cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.